Quand on pense à la gouvernance d'une entreprise, on a souvent cette image en tête, un peu comme un cockpit d'avion. Tout est propre, tout est carré, des tableaux de bord, des indicateurs clairs, une approche qui se veut purement rationnelle. On parle stratégie, budget, KPI. Mais et si le véritable poste de pilotage était en fait complètement invisible? C'est exactement ce qu'on voit ici. C'est vraiment le choc entre deux mondes. D'un côté, on a la version officielle, la partie visible de l'iceberg si on veut, les plans stratégiques, les chiffres, c'est net, ça rassure. Et puis de l'autre côté, il y a la salle des machines, la réalité cachée. Et là, on trouve quoi? Des émotions qui bouillonnent, le poids de l'histoire, la psychologie complexe des gens. L'un, c'est la carte, l'autre, c'est le vrai territoire. Et voilà le point de rupture. Ce n'est pas juste une impression ou une intuition. La science elle-même, que ce soit les neurosciences ou la psychanalyse, vient nous dire que cette idée d'un pouvoir purement mécanique, c'est une illusion. C'est une remise en question assez fondamentale de nos modèles de management, en fait. C'est la question qui va nous guider. Et si une équipe de direction n'était pas juste un groupe de stratèges, mais le centre de commande d'un immense système nerveux collectif? L'idée peut paraître un peu étrange au premier abord, mais elle change absolument toute la perspective sur ce qui fait la performance d'une organisation. Ok, premier arrêt pour explorer cette idée, un phénomène biologique à la fois puissant et invisible. L'effet d'entraînement, ou disons, la contagion émotionnelle. Et quel est le mécanisme derrière ça? Ce sont les neurones miroirs, des cellules assez fascinantes dans notre cerveau. Leur boulot, c'est de refléter, comme un miroir, l'état émotionnel des gens autour de nous. Et attention, plus la personne a un statut d'autorité, plus le signal qu'elle émet est fort. L'émotion d'un leader n'est donc pas juste inspirante ou démoralisante, elle est, au sens biologique, contagieuse. Pour que ce soit bien clair, prenons un cas d'école très concret. Imaginons un comité exécutif où règne une anxiété latente, une pression constante du doute. Cette anxiété, elle ne reste pas sagement dans la salle de réunion, elle se propage dans toute l'entreprise. Et les résultats, ils sont quasi immédiats. La prudence devient une forme de paralysie. On arrête de partager l'info par peur d'être sanctionné, le management se transforme en contrôle étouffant, et bien sûr, toute prise de risque est bannie. L'organisation entière retient son souffle. Maintenant, faisons l'inverse. Scénario complètement opposé. On imagine une équipe de direction sereine, stable, confiante. L'effet miroir fonctionne tout aussi bien, mais cette fois, il propage un virus positif. La stabilité au sommet, ça crée un climat de sécurité psychologique à tous les niveaux. Et là, la dynamique s'inverse totalement. Cette sécurité libère l'audace, elle nourrit l'innovation, elle booste l'engagement et elle rend la coopération beaucoup plus fluide, plus naturelle. Donc, le point crucial, le voilà. La vraie culture d'une entreprise, ce n'est pas la jolie liste de valeurs affichée sur le site web, non. C'est le reflet direct, quasi instantané, de l'état émotionnel de ses dirigeants. C'est un thermostat qui règle l'ambiance, ce n'est pas un slogan. Bon, l'émotion du présent, ce n'est pas la seule force invisible qui est à l'œuvre. Il y a aussi le poids du passé. On va explorer maintenant ce qu'on pourrait appeler les fantômes de l'organisation. En neurologie, il y a ce phénomène très connu du membre fantôme. Une personne qui a été amputée peut continuer à sentir son bras alors qu'il n'est plus là. Pourquoi? Parce que l'empreinte dans le cerveau est plus forte que la réalité physique. C'est une analogie incroyable pour une entreprise qui, elle aussi, a une mémoire. Et ces fantômes d'entreprise, c'est quoi concrètement? Eh bien, ça peut être une grosse crise financière d'il y a 10 ans qui impose encore aujourd'hui une frilosité maladive. Ça peut être l'ombre d'un fondateur charismatique qui a forgé des réflexes toujours actifs. Ou encore, une fusion qui a été douloureuse, jamais vraiment digérée et qui crée encore des tensions des années plus tard. Ce qui nous amène à une idée vraiment importante sur la conduite du changement. Changer un organigramme, c'est la partie facile, la partie visible. Mais le vrai défi, c'est d'aider le cerveau collectif de l'entreprise à intégrer cette perte, à faire le deuil de ce qui existait avant. Sans ce travail psychique, la transformation ne reste qu'en surface. On a vu l'émotionnel, on a vu la mémoire. Maintenant, allons encore un cran plus profond. On va regarder ça avec l'éclairage de la psychanalyse, les forces inconscientes que le pouvoir inévitablement vient réveiller. Ce qui est fascinant, c'est qu'on lève le voile sur les coulisses psychiques du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est jamais neutre. Ça vient réactiver notre relation d'enfant à l'autorité, notre quête de reconnaissance. Ça peut rejouer des rivalités de frères et sœurs. C'est tout un théâtre invisible qui a pourtant un impact très, très réel sur les décisions. Et quand on comprend ça, on réalise qu'un comité de direction n'est pas une machine froide et logique. C'est un système humain, une arène, traversée par des jeux de pouvoir, des histoires personnelles, des loyautés qu'on ne voit pas. Les décisions qui en sortent sont toujours, au moins en partie, le résultat de toutes ces dynamiques cachées. Alors comment on assemble toutes ces pièces du puzzle?
L'image la plus juste, celle qui connecte l'émotionnel, la mémoire et l'inconscient, c'est sans doute cette métaphore de l'organisation comme un grand système nerveux. Visualisons un peu l'ensemble. Tout en haut, le COMEX serait comme le cortex cérébral, le centre de la pensée stratégique. Le management intermédiaire, lui, jouerait le rôle des synapses, ces connecteurs qui transmettent l'influx nerveux. Et à la base, les équipes, ce serait le réseau moteur, celui qui transforme l'intention en action concrète. Et la logique de ce système est assez implacable. Si le signal qui part du cortex est confus, stressé ou contradictoire, c'est tout le corps de l'entreprise qui se crispe. À l'inverse, si l'influx est clair, cohérent et apaisé, alors tout le système s'aligne et fonctionne de manière beaucoup plus fluide. On en arrive donc à cette phrase qui est vraiment la thèse centrale de tout ça. La performance, ce n'est pas juste une question de process ou de stratégie. À sa racine, c'est un phénomène neurorelationnel. Elle dépend de la qualité des signaux et des connexions qui parcourent ce grand corps social. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour la pratique du leadership au quotidien? Eh bien, ça dessine les contours d'un nouveau modèle, celui du leader neuroconscient. Le changement de perspective est radical. La maturité émotionnelle d'un dirigeant, ce n'est plus une soft skill sympa. Non, ça devient un actif stratégique majeur. La sécurité psychologique, ce n'est plus un sujet pour les RH. C'est un levier direct de compétitivité. Et la transformation, ce n'est plus un projet d'ingénieur, c'est un processus d'accompagnement psychologique. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. Le leadership de demain ne pourra plus se permettre d'être uniquement analytique. Pour naviguer dans le monde complexe qui est le nôtre, il devra devenir neuroconscient, c'est-à-dire conscient de toutes ces forces invisibles qui sont les vrais moteurs de l'action collective. On termine donc avec les 3 questions que ce nouveau regard invite les leaders à se poser. Au-delà des chiffres, la première question, c'est quel climat émotionnel est-ce qu'on est en train de diffuser là, maintenant, en tant qu'équipe? La deuxième, quels sont les fantômes du passé qui hantent encore nos décisions sans qu'on ose vraiment en parler? Et enfin, la plus essentielle, au-delà de l'organigramme officiel, quel est l'inconscient collectif? Quelles sont les règles du jeu non dites qui gouvernent vraiment notre organisation? Commencer à se poser ces questions, c'est ça, le début du leadership neuroconscient.